Voilà, donc je vais vous présenter une recherche euh, anthropologique, épidémiologique, sociologique, faite par toute une équipe. Donc, j'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais avec des chercheurs de Tunisie et de France. Donc, qui s'est réalisé euh, dans le cadre d'un projet MEDOP-Sud de recherche qui a été coordonné par Virginie Ringa au CESP de l'équipe de Nathalie Bajos et l'Office national de la famille et de la population tunisienne dans les années 2005-2008. Alors, classe, genre et culture dans l'expérience de la ménopause. La ménopause est un phénomène d'une part biologique, avec des modifications physiologiques, avec des symptômes, mais aussi un phénomène socioculturel, avec des modifications de la place. Vous entendez là, ça va comme ça? Les modifications de la place sociale, du statut, des valeurs sociales, de la valeur sociale et des fonctions, et aussi des représentations. Des symptômes avec essentiellement les bouffées de chaleur, qui varient beaucoup selon les groupes. Par exemple, chez les Mayas contemporaines, il n'y en a pas du tout. Au Japon, il y en avait 10%. Chez les Canadiennes, 39%, mesurés avec la même méthodologie. Donc ce noyau symptomatique, les bouffées de chaleur, symptômes vasomoteurs, s'accompagne d'autres symptômes qui sont très variables. Je passe avec des douleurs, de la fatigue, des symptômes psychologiques et psychosomatiques. Et donc tous ces symptômes varient beaucoup en intensité, gêne, perception et dans leur regroupement. Il y a plusieurs facteurs qui agissent, qui ont été repérés sur ces symptômes, qui varient selon les pays, les populations. On se pose des questions si c'est pour des raisons génétiques, l'alimentation, l'environnement, ou des facteurs culturels. Et Margaret Lock, une anthropologue canadienne, qui a publié un papier dans Le Monde le dernier week-end, a développé justement cette question des biologies locales, qu'elle avait parlé à propos de la ménopause au Japon, où il y avait la culture et la biologie qui étaient toutes les deux contingentes pour provoquer l'absence de bouffées de chaleur, l'alimentation en soja et des modifications génétiques. Je passe. Et aussi, ces symptômes varient avec le niveau d'éducation, le niveau économique, le fait de travailler. Il y a des études comparatives qui ont été faites donc au Japon et au Canada, chez les Malais et les Grecs, et aux États-Unis, également dans différents groupes et dans différents pays. Et des études qui ont comparé le pays d'origine et le pays de résidence, un peu comme ce qu'on a fait nous en Inde, en Angleterre et aux États-Unis. Donc, pour ce qui est de l'expérience, j'ai passé vite. Il y a un très large registre de variations qui va d'une expérience franchement positive chez les Indiens Moaves de Californie, neutre chez les Mayas, très négatif chez les Jissous d'Afrique de l'Est ou au Maroc, une perte de statut majeure. Chez les Jissous, c'est la première cause de suicide. Une femme ménopausée qui n'a pas d'enfant se suicide en arrivant à la ménopause. Et en France, on voit aussi, j'ai pas le temps de développer, mais des choses très négatives. Une enquête récente que j'ai faite dans les années 90 montrait à peu près 40% d'expériences négatives, 44% d'expériences neutres et 17% de positives. Et il y a une grande question qui s'est posée depuis une trentaine d'années dans la recherche. Qu'en est-il de l'interaction entre le statut et les symptômes? Les symptômes sont-ils une protestation contre une perte de statut ou sont-ils liés à d'autres facteurs? Donc il y a beaucoup de discussions là-dessus et là aussi je n'ai pas développé. Mais on a voulu revenir sur cette question. Quelle est la part des facteurs biologiques, culturels et sociaux agissant sur les symptômes et comment? Et aussi, comment est construit le statut des femmes ménopausées? Qu'est-ce qui fait que dans telle société, le statut est favorable ou pas? On a donc fait une étude qualitative, 75 femmes en France et en Tunisie, recrutées par Boule de Neige, 35 femmes en Tunisie, 17 en milieu urbain, 18 en milieu rural. En France, 40 femmes, 20 femmes tunisiennes immigrées, 20 femmes françaises. Donc voilà, des Tunisiennes rurales et des Françaises rurales aussi. C'est un des rares signes sociaux de la ménopause en Provence que j'ai remarqué, c'est de s'asseoir devant sa porte. Je crois que c'est à partir de 50 ans. Alors, l'enquête a montré donc trois grands types de représentation et d'expérience. Je vais aller vite, puisqu'il me reste combien de temps?
10 minutes. 10 minutes, oui, bon, ça va aller. Donc, trois grands types d'expériences et de symptômes. Premièrement, la ménopause douloureuse et résignée, qui se caractérise par des symptômes très intenses, douleurs physiques, fatigue, avec ce qu'on appelle un modèle humoral. Le sang reste dans le corps et le sang qui n'est plus éliminé par les règles reste dans le corps, s'accumule et provoque des maladies ou monte à la tête et provoque des bouffées de chaleur. On trouve ça dans de nombreuses sociétés, y compris en France en milieu rural. La sexualité est subie. Je fais mon devoir. Elle a honte. Comment peut-elle faire l'amour avec son mari alors que ses enfants sont devenus grands, nous dit une Tunisienne rurale. Vous voyez que c'est surtout TTR, tunisienne en Tunisie rurale. Je suis ménopausée, je me laisse aller, je me sens vieille, me dit une Tunisienne en France. Et les paysannes distinguent, bon là j'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Mais ce qui est important, c'est de voir que cette ménopause douloureuse et résignée, on la trouve chez les Tunisiennes populaires en Tunisie et en France. Donc des migrantes en France qui sont peu qualifiées, qui font des travaux difficiles, ou en Tunisie. Une autre mode d'expérience qu'on a caractérisé comme étant une perte de valeur esthétique et sociale, avec des symptômes minimes. Je n'ai pas beaucoup de rides, mais je suis changé, donc on n'est pas dans les douleurs, on n'est pas dans ce déluge de symptômes du cas précédent, alors que l'accent est mis sur une perte de valeur sexuelle dans une logique du stigmate. Si je dis à mon mari que je suis ménopausée, je ne vaudrais plus rien, dit cette Tunisienne en Tunisie, 52 ans, études supérieures. Une perte de légitimité aussi apparaît dans un registre érotisé. Je ne montre plus mes bras et mes jambes, dit une Tunisienne enseignante. Maintenant, mes genoux, ils sont gros et moches, je mets des jupes plus longues. Mettre des mini-jupes, je ne me l'accorde plus, dit une Française infirmière. Et le statut social, on a une tentative de refus du classement dans la vieillesse. La vieillesse, c'est dans la tête des gens, nous dit une Tunisienne enseignante. Et donc, ce groupe-là, on le retrouve dans les classes moyennes, en Tunisie et en France. Les Tunisiennes en Tunisie et en France, mais de classe moyenne, et aussi chez les Françaises. Et enfin, un troisième groupe qu'on a appelé ménopause tranquille et déstigmatisée, des symptômes très minimes, une revendication de la légitimité de l'apparence du corps féminin tel qu'il est, biologiquement. J'ai eu des réflexions, quoi comme ça, à ton âge, tu t'habilles, quoi, tes bras nus, qu'est-ce qu'ils ont mes bras nus, c'est moins joli qu'avant, et alors, si j'ai envie de les découvrir, il faut qu'on arrête de dire qu'à la ménopause, c'est fini, dit une Tunisienne pharmacienne de 67 ans qui vit en Tunisie. Une légitimité de la sexualité sans perte de valeur décisive. Je suis très heureuse en couple, dit une Française. Moi, j'ai recommencé une vie amoureuse à 40 ans, donc à 50 ans, ce n'était pas grave, dit une Française. Et une Tunisienne qui vit en France, études supérieures, je me suis d'abord débarrassée de mon geôlier, j'ai une vie libre. Et un rejet et l'impression d'être hors d'atteinte, même du classement dans la vieillesse. Je n'ai jamais pensé, pas une seconde, à la vieillesse, nous dit une Française. Donc on les trouve surtout chez les Françaises et quelques Tunisiennes de classe moyenne qui vivent en France. Alors, vous voyez que si on répartit ces expériences, la répartition se fait surtout en classes. Hein. Vous voyez que la ménopause douloureuse, c'est vraiment les classes populaires, qu'elles soient en France ou en Tunisie, que les autres, le gros paquet, c'est les classes moyennes, et parmi les classes moyennes, la ménopause, une perte esthétique, c'est plutôt en Tunisie, et la ménopause tranquille, plutôt en France. Donc, dans ce deuxième groupe, c'est la culture qui change. Le niveau social, voilà, je l'ai dit. Donc, on a vu les classes moyennes, et maintenant, on va voir la culture. Et la culture différente en Tunisie, en tunisienne, on l'a appréciée par des critères sociodémographiques. La condition des femmes, pour le statut des femmes, la question de genre, disons, qui sont très différents, avec des indicateurs durs, c'est-à-dire le taux d'activité féminin à 50 ans, 20% en Tunisie, 65% en France. Le taux d'analphabétisme féminin, la moitié pour cette classe d'âge, 54 en Tunisie, alors que chez les hommes, il est beaucoup moins important. Le temps passé aux soins domestiques, etc., 5 heures en Tunisie, 4 heures, 5 heures en France, un peu, la différence, c'est pas énorme. Pour les hommes français travaillent un peu plus que les hommes tunisiens dans la maison. Alors, le degré d'indépendance dans la famille, la retraite. Le fait d'aller à la retraite, et ça
recoupe beaucoup ce qu'on vient d'entendre avec Sarah Harbert, et j'y pensais beaucoup en l'écoutant. Le fait d'avoir une retraite permet de penser qu'après la ménopause, ce n'est pas fini. Et plus encore dans les classes moyennes où le revenu est considérable. Alors qu'en Tunisie, les femmes dépendent à leur vieillesse de l'entourage familial. Donc il y a une relation de dépendance à la famille pour la subsistance. Alors qu'en France, on dépend de la retraite pour l'État, et donc il suffit d'avoir un nom et un numéro, et donc il y a une vraie indépendance. Les rapports sociaux entre hommes et femmes dans la famille, donc les Tunisiennes ont plus d'enfants, elles sont mariées beaucoup plus, il y a plus de mariages, il y a beaucoup moins de divorces, et le taux de célibat féminin est quasiment nul. Les naissances hors mariage, quasiment nul. Ce qui revient à dire que je passe sur le mariage, et là aussi, disons que ça revient aux normes sexuelles. En France, la sexualité est devenue légitime pour les femmes de plus de 50 ans, c'est un phénomène récent, dans le mariage, dans le couple non marié et dans le célibat. Toutes choses qui sont impossibles en Tunisie. En Tunisie, effectivement, il y a la sexualité interdite hors mariage, et pour les veuves, il n'en est pas question. Et dans le couple non marié, dans le célibat, c'est impossible, en tout cas dans les normes. Et donc, les Tunisiennes qui viennent en France adoptent, vous l'avez vu, dans les classes moyennes, adoptent les valeurs des Françaises, mais rarement les comportements. Elles aimeraient bien avoir une vie sexuelle en mariage, même si elles vivent seules, etc. Mais peut-être que je le ferai. Donc, cette possibilité de garder, de revendiquer un peu un statut de sujet sexué et désirant, c'est un peu un enjeu qu'on voit très différentiel selon ces deux cultures ou deux sociétés. En conclusion, donc, il y a 3 types d'expériences et de représentation de la ménopause qui sont façonnés par les rapports sociaux de classe et les rapports sociaux entre femmes et hommes. On voit bien que les rapports de classe, les rapports de genre se croisent complètement dans l'expérience de la ménopause. Donc le contexte social agit sur les symptômes par une incorporation des rapports sociaux et non par une modification de l'environnement biologique ou par la génétique. Il n'y a pas de différence génétique majeure entre les 2 rives de la Méditerranée. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a une publication qui est parue en 2012 dans Social Science and Medicine. Merci.